Goldie Roger, le roi des pirates. Un homme qui, par sa mort, a façonné le monde entier. Mais si son exécution n'avait jamais eu lieu? Dans One Piece, un simple détail peut tout bouleverser. Alors imagine, et si Roger n'était jamais tombé gravement malade? Et si il ne s'était jamais rendu à la marine? Que se serait-il passé? Roger aurait-il pu conquérir le monde? Qu'en est-il de l'équilibre des puissances? Les Yonko, le gouvernement mondial? Quel rôle aurait joué Ace, le fils de Roger? Et surtout, quel impact cela aurait-il eu sur Luffy et son destin? Aujourd'hui, on ne part pas à Loulousia, on embarque sur l'Euro Jackson pour une aventure légendaire aux côtés de Roger. Si ce genre de what if te hype, lâche ton abonnement à la chaîne, un petit com et prépare-toi pour d'autres concepts One Piece épiques. Merci pour le soutien. Comment un homme aussi grand a-t-il pu tomber face à quelque chose de si banal que la maladie? Malgré son acquis, malgré un équipage qui veillait sur lui, Roger, dans la temporalité d'origine, a succombé à une maladie mystérieuse. Une maladie si grave que son temps était compté. Alors, on pourrait se dire que c'était simplement une manière scénaristique d'écarter un personnage aussi légendaire et puissant, ce que je peux comprendre. Mais c'est vraiment bizarre cette histoire de maladie. Gar, Rayleigh, eux, n'ont eu aucune trace de maladie liée à l'usure de Haki ou autre en ayant un âge similaire. Alors pourquoi lui? Bref, aujourd'hui pourtant, les choses changent. Crocus, ce miracle vivant, réussit là où personne n'y croyait. Les soignants Roger, et voilà le premier bouleversement de l'histoire. Roger, au lieu de se précipiter vers le One Piece, prend une décision radicalement différente. Prendre son temps. Car si la maladie n'avait pas existé, il n'aurait pas ressenti l'urgence de faire ce dernier tour du monde, ce dernier voyage. Un moment précieux où il pouvait goûter à l'aventure et à la liberté une dernière fois avec ses compagnons. Un moment aussi pour enfin trouver la réponse à la question ultime, à laquelle il avait été confronté. Quelle est la volonté du dit? Quelle est au final la vérité de ce monde? Et peut-être même réaliser son rêve ultime. Là, Roger, il est carrément au top de sa forme. Et ça veut dire quelque chose. Autour de 26 ans avant notre timeline actuelle, la rencontre entre l'équipage de Barbe Blanche et celui de Roger, un moment qui nous avait tous retourné le crâne, se produit. Et nous, c'est notre avis, hein. Mais ici, on parle d'un Roger qui est en pleine santé, pas malade du tout. Et donc littéralement d'un Roger Prime. Il a toute son expérience de pirate, mais en même temps, il est encore assez jeune pour ne pas être limité par l'âge. En d'autres termes, ce Roger-là, il va tous les éclater, enchaînant les Kamuzari à gauche, à droite, avec du Haki des rois qui fait trembler toute l'île. La terre tremble et pas grâce à Barbe Blanche et son fruit, c'est ça qui est terrifiant. Oden, il va être encore plus choc-barre que ce qu'on a vu dans le manga, c'est sûr. Mais après ce combat de fou, il y a un sacré événement qui arrive. Roger demande à Barbe Blanche de lui prêter Oden. Là, c'est exactement pareil qu'à l'origine. Newgate accepte, et ça l'embête de voir un de ses meilleurs compagnons partir. Normal. Et voilà, maintenant que Roger n'a plus cette pression de maladie, son tour du monde, au lieu de durer 1 an, va plutôt en durer 3. Donc on se tape Skypiea, l'île des hommes poissons et tout le tralala, mais en mode chill, pour approfondir ses découvertes, récupérer les pièces manquantes et comprendre mieux les secrets de ce monde. Ouais, t'as très bien capté, je parle des poneglyphes. Tout ça jusqu'à atteindre Laugh Tale. C'est là que les gros changements interviennent. Vous vous rappelez quand Baggy est tombé malade juste avant d'arriver sur Laugh Tale? À l'époque, Shanks l'avait accompagné pour veiller sur lui. C'était son gars sûr. Du coup, ils n'ont jamais eu le temps de découvrir le vrai trésor. Mais là, comme le temps n'est plus pressé, l'équipage peut juste chill et attendre que Baggy soit en forme, même si ça prend une semaine. Et ça les mène à découvrir le fameux trésor de Joy Boy. Et du coup, ça change complètement la vision que Shanks et Baggy ont du trésor. Alors, on va y revenir un peu plus tard sur l'impact important de ce changement, mais bon, concentrons-nous sur Roger pour l'instant. Une chose qui embêtait bien Roger, c'était les armes antiques. C'est là qu'on comprend mieux la phrase « on est arrivé trop tôt ». Les prédictions de Shirley dans le chapitre 967, qui disent que la sirène allait naître dans 10 ans, ça nous prouve bien que, vu à quel point Roger était curieux sur le sujet, c'était clairement lié à ce que Oden lui avait partagé et ce qu'il avait découvert sur Laugh Tale. Du coup, plus de trop tôt. Cette fois, Roger va enfin pouvoir accomplir son rêve, celui qui avait choqué Barbe Blanche et Oden. Mais pour ça, il faut attendre. Il doit attendre la naissance et la maîtrise des pouvoirs de la princesse sirène en tant que Poséidon. Et pour ça, le temps, va falloir compter en années quoi. Alors, au vu de la tension qu'avait provoqué le fait que Roger devienne roi des pirates, ils sont encore
plus souvent chassés. Marine, gouvernement, pirates, jour et nuit. Le monde en veut à la tête de cet homme, et cela commence vraiment à l'énerver. Lui qui tient une importance particulière au fait qu'on puisse faire du mal à ses proches, comme le disait Garp à Dadan au chapitre 588, que ce soit Garp, Sengoku, Kong réunis, personne ne peut arrêter le déchaînement de Roger en colère. Donc ici, tout comme dans la timeline de base, il décide de dissoudre son équipage. Oden rentre à Wano, et chaque autre membre rentre soit à un lieu qui lui est cher, comme Crocus au Cap des Jumeaux, ou soit à des points stratégiques pour préparer leur retour. Par exemple, Roger dans la Scopper Gaban, et Riley la mission de surveiller des endroits liés aux armes antiques, Pluton associé à Alabasta avec Gaban, Oden avec Wano, toujours pour Pluton. Concernant Uranus, dont on ignore presque tout, Riley aurait pu explorer discrètement des zones encore inexplorées pour y déceler des indices, tout en restant sous le radar du gouvernement mondial. Bref, ces membres de l'équipage auraient agi comme des gardiens silencieux, préservant des lieux ou des secrets cruciaux en attendant que le monde soit prêt. Car oui, cette séparation est seulement temporaire, et cela pour deux grandes raisons. Premièrement, protéger ses compagnons. Roger savait que sa renommée attirait une chasse acharnée de la part du gouvernement et d'autres grandes puissances, et il voulait éviter que ses nakamas soient pris pour cible à cause de lui. Mais en plus de ça, il savait que le monde n'était pas encore prêt et que son rêve dépendait de l'apparition des armes antiques dont Poséidon, la princesse sirène, dans une décennie. Se voyant vieillir de plus en plus, la deuxième raison est de préparer la génération future, car il n'y aura peut-être plus les capacités au moment venu de réaliser ce qu'il voulait totalement faire. Alors transmettre les bonnes valeurs, c'est une priorité. D'ailleurs, en parlant de génération future, c'est ici que Shanks et Baggy prennent des chemins différents. Ouais, on sait sur le papier, ils auraient pu rester ensemble, surtout que l'exécution de leur capitaine n'a pas provoqué de clash majeur entre eux ici, vu qu'elle n'existe pas. Il faut pas oublier un truc essentiel, l'appât du gain chez Baggy. Là où Shanks, fidèle à l'héritage de Roger, aurait pris à cœur de protéger les secrets du One Piece, s'assurant que la vérité soit révélée au bon moment, au bon endroit, pour le bon objectif, un vrai gardien du rêve quoi. Baggy, lui, il verrait surtout une occasion en or de se faire un nom, quitte à balancer des bribes de vérité pour attirer pirates, chasseurs de trésors, ou même le gouvernement mondial. Résultat, il y a une tension grandissante entre les deux, chacun incarnant un aspect opposé de l'héritage de Roger. Sachant qu'on a eu 3 ans de voyage après la rencontre avec Oden, plus la prophétie de Shirley, Roger décide qu'il viendra chercher un à un ses membres dans environ 10 ans, histoire de laisser le temps aux armes antiques de renaître et de grandir, mais aussi un temps nécessaire pour s'informer sur le monde et leurs futurs ennemis. Mais que se passe-t-il donc pendant cette ellipse qui va durer 8 ans? Durant ces 8 années d'ellipse, Roger s'est retiré de la piraterie active. Il vit une période d'isolement, mais loin d'être inactif. Il se consacre à l'éducation de son fils Ace, qu'il élève avec amour et détermination. Pourquoi un fils? En fait, il l'avait déjà évoqué à Relic lors de la dissolution de l'équipage sous le ton de l'humour. Mais c'est réel, Roger veut un fils et il aura l'occasion de le faire, et de pouvoir l'éduquer significativement mieux aux côtés de sa femme. Goldie Ace, un gamin qui tient dès sa naissance la pression du nom de son père qui est légendaire dans ce monde. Il faut donc trouver un moyen de le protéger tout en lui laissant sa liberté. Alors à seulement 7 ans, Goldie Ace suit un entraînement intensif au Haki. Armement, observation, Haki des rois, c'est littéralement un monstre pour son âge. Et en même temps, vu son professeur, on peut comprendre son potentiel. Tout en lui transmettant ses idéaux. Roger veut que son fils comprenne non seulement les valeurs de liberté et de courage, mais aussi l'importance de croire en ses rêves et du respect des autres. Chercher la vérité à chaque fois, développer sa curiosité. Et pour ça, qu'est-ce qu'il y a de mieux que de faire des excursions discrètes sur des îles proches pour donner le goût de l'aventure à son fils? Alors, discret, hein, parce que faut faire gaffe quand même. Roger est constamment traqué par le gouvernement à cause de ce qu'il a découvert. Donc, faut quand même pas trop attirer l'attention non plus. Même si Roger peut se défendre, l'attaque sournoise sur ses proches, c'est une possibilité trop dangereuse. Vous connaissez les méthodes du gouvernement. En parallèle, Roger sait qu'il ne peut pas ignorer l'importance de Neptune et de l'île des hommes poissons. Après l'Octale, il comprend que Poséidon sera essentiel pour l'avenir. Il aurait sûrement pris soin de garder un contact discret avec Neptune, non seulement pour veiller sur la future princesse sirène, mais aussi pour protéger l'île des hommes poissons des grandes puissances comme les marines, ou même des pirates qui pourraient tenter de s'en emparer. Il aurait aussi pu tenter de renforcer les relations entre les humains et les hommes poissons, anticipant déjà le rôle crucial que Shirahoshi jouera un jour dans l'unification des peuples.
Sans l'Euro Jackson sur la mer, beaucoup en profitent. Alors certes, on n'est pas dans la grande ère de la piraterie que Roger a lancée initialement, donc tout ce qui est Supernova, ça n'existe pas autant ici. Bien qu'on ait certains comme Doflamingo, Mihawk, Shanks et Baggy qui émergent déjà comme des gamins commençant à se faire un bon petit nom dans la piraterie, mais ici, des gars comme Moria et Crocodile ne seraient pas partants pour le trésor dans ce cas-là, parce que l'envie n'aura pas été suscitée suffisamment par une ère lancée par Roger, et puis pour la génération terrible, certains viennent à peine d'apprendre à marcher, genre Luffy qui aura à peine 4 ans à la fin de cette ellipse, donc moins de danger général dans le monde. Shanks, par exemple, lui, ne forme pas son équipage. Il découvre le monde seul, se fait des compagnons de voyage, Bang Bateman, Yasop, le Kirou, mais aussi des rivaux comme Mihawk. Shanks, malgré sa puissance et son charisme, ne devient pas capitaine pendant cette période parce qu'il croit fermement en la vision de Roger. Il reconnaît que le rôle de capitaine demande bien plus qu'un simple pouvoir ou une ambition personnelle, ça nécessite une vision globale du monde. Et il essaye de suivre les valeurs que lui a transmises Roger. C'est pour ça qu'ici, il trace sa route, mais pas complètement, pour être présent quand son capitaine l'appellera. Baggy, quant à lui, poursuit ses rêves de richesse et de gloire, mais à sa manière, plus opportuniste, multipliant les petits coups pour se faire un nom. Comme on l'a dit précédemment, Luffy aura à peine 4 ans à la fin de cette ellipse. Dans cette version alternative, sa rencontre avec Shanks reste essentielle, mais prend une toute autre dimension. Shanks, profondément marqué par l'influence prolongée de Roger, est devenu une figure encore plus responsable et visionnaire. Pendant l'ellipse, il tombe sur le fruit Nika au cours d'une altercation avec les agents du gouvernement mondial, déterminé à mettre la main dessus, il comprend l'importance cruciale de ce fruit et Shanks réalise qu'il ne peut pas laisser une telle puissance tomber entre de mauvaises mains. Il leur vole. Après plusieurs années à protéger ce fruit, proche de la fin de l'ellipse, Shanks vagabonde sur différentes mers et ce jour c'est East Blue, et il va faire escale pour récupérer un peu de saké, une décision qui va changer la vie d'un enfant et aussi du monde. Luffy. Lorsque Shanks croise Luffy, ce dernier déborde d'énergie et montre déjà un rêve similaire à celui de Roger. Bien que dans un monde où la piraterie reste plus contenue, en voyant ce gamin, plein de vie et d'idéaux, Shanks ressent une étincelle familière. Un rappel direct de son ancien capitaine, et c'est là que l'événement clé se produit. Shanks choisit de sacrifier son bras pour sauver Luffy, qui sans surveillance s'était mis à jouer très proche du territoire d'une créature marine. Action non pas irréfléchie, mais parce qu'il croit fermement en son potentiel. Dans cette timeline, tout prend un nouveau sens. Au lieu de simplement inspirer Luffy à devenir un pirate, Shanks voit en lui un futur porteur du fruit Nika, qu'il considère comme un symbole ultime de la liberté. Après cet événement, Shanks il laisse intentionnellement le fruit dans un coffre et stratégiquement placé près de Luffy. Il sait pertinemment qu'un gamin aussi curieux et qui mange autant de trucs chelous et imprévisibles comme Luffy, ça pourra pas lui résister. Et il a raison. Luffy mange accidentellement le fruit, mais ce n'est pas un hasard. Shanks, influencé par les idéaux de Roger, croit fermement que ce gamin deviendra l'incarnation vivante de la liberté et qu'il révélera un jour le véritable pouvoir de Nika. La transmission du chapeau de paille reste intacte et prend un poids encore plus symbolique. Shanks confie le chapeau avec la conviction qu'un jour, Luffy suivra sa propre voie, qu'elle soit ou non identique à celle de Roger. Ce geste devient un acte de foi, une promesse silencieuse que le gamin de East Blue portera un jour l'héritage de la liberté. Et le rôle du fruit Nika dans tout ça. Dans cette version de l'histoire, le fruit conserve son lien profond avec Joy Boy et l'histoire oubliée. Mais comme il n'y a pas de grande ère de la piraterie, le gouvernement mondial il est bien plus actif et dangereux dans sa quête. Donc Luffy est indirectement plus souvent en danger. Et en vrai, le réveil du fruit pourrait se produire dans un contexte totalement différent. Privé d'un déclencheur comme le One Piece ou même d'un combat dangereux au pinacle de la puissance face à Kaido, le fruit de Nika s'éveille lorsque Luffy atteint une compréhension complète de son désir de liberté. C'est à ce moment-là qu'il commence à rassembler des alliés autour de lui, son équipage, ceux qu'on connaît déjà. Non pas pour chercher un trésor, mais ici pour vivre et protéger son rêve de liberté absolue. Ainsi Shanks voit en Luffy non seulement un héritier des idéaux de Roger, mais aussi un symbole vivant de la liberté, qu'ils ont tous les deux tant chéri. Un homme qui viendra inspirer le monde par sa joie et son rire. C'est un pari audacieux, mais un pari que Shanks, fidèle à lui-même, est prêt à faire. Le gouvernement contrôle mieux le monde. Les marines n'ont pas affronté autant de nouveaux pirates, moins de monde voulant déchiffrer les poneglyphes, leur permettant de concentrer leurs ressources sur les menaces majeures comme Barbe Blanche ou bien même Kaido et Big Mom, qui vont profiter de l'absence du roi des pirates pour accélérer l'extension de leur territoire et leur influence.
Malheureusement, cela a des conséquences néfastes. Par exemple, la mort de Oden Kozuki des mains de Kaido, comme on l'a connu dans la timeline originale. Kaido accélère son rêve de domination. En l'absence de distraction causée par les nouvelles générations, Kaido, en fait, il pourrait concrétiser plus rapidement son projet de guerre totale contre le gouvernement mondial. Et il pourrait même s'allier avec Big Mom plus rapidement qu'on l'a vu dans l'histoire de base. Mais au vu de leurs différends déjà depuis un bon moment, je pense qu'il faudra attendre la fin de cette ellipse, c'est-à-dire la menace du retour du roi des pirates, pour scruter l'envie des deux de se réunir. Big Mom, elle s'étend. Sa stratégie de conquête par les alliances matrimoniales pourrait être plus efficace sans la concurrence des nouvelles générations. Barbe Blanche devient le véritable roi du nouveau monde. Avec l'absence de Roger, pour lui disputer le titre, Barbe Blanche il s'impose naturellement comme la figure dominante, mais attention, c'est pas un tyran qui cherche à régner par la terreur. Barbe Blanche, il est fidèle à lui, il n'a jamais voulu être roi des pirates. Mais il a une telle aura ce mec et une puissance si démesurée que personne n'ose vraiment le défier. Le simple fait qu'il soit là, maintenant l'équilibre précaire du nouveau monde, il rempart contre les fous qui voudraient tout ravager, et paradoxalement, il est aussi celui qui inspire les générations futures à rêver de le surpasser un jour. Bref, Barbe Blanche, ça devient une légende vivante. Et cette période marque son apogée en tant que véritable roi du nouveau monde. Avec Roger et le gouvernement, ça fait 5 figures dominantes qui régissent le monde. Et bien sûr, quand on dit gouvernement, ça englobe Marine et les grands corsaires et toutes les forces intérieures, CP0, etc. Kachonko, plus un roi des pirates entre guillemets, et le gouvernement. De plus, avec un monde sous un contrôle plus strict, l'opposition révolutionnaire pourrait augmenter plus rapidement. Dragon par exemple pourrait accélérer la formation de l'armée révolutionnaire, voyant l'urgence de combattre le gouvernement, cet homme serait bien plus en mouvement. Et des pays tels que l'Ulusia ou les royaumes que nous avons pu découvrir avec la rêverie seraient déjà sous la révolution à ce moment-là. Donc certes, la non-exécution de Roger a enlevé certains conflits, mais on a donc créé des encore plus importants entre l'armée révolutionnaire et le gouvernement. Cependant, ces 8 années, ce n'est qu'un calme apparent avant une tempête monumentale. Roger prépare son retour et son éventuelle décision de reformer son équipage pourrait bien déclencher une nouvelle ère, bien plus explosive et imprévisible que ce que le monde aurait pu imaginer. À l'aube, 8 ans après, Roger a décidé. C'est parti pour retrouver son équipage. Il prend un bateau, son sabre et son fils avec lui pour aller chercher Lauro Jackson, caché dans le ventre de la Boone, pour éviter toute destruction bête par un acte du gouvernement. Ainsi, Roger et Ace se doivent de faire un tour du monde pour récupérer tout l'équipage dissous. Une fois tout le monde rassemblé et les retrouvailles larmoyantes faites, un seul homme reste introuvable, impossible à contacter, et c'est Oden Kozuki. Sachant que Kaido a pris le contrôle de Wano, l'heure est à la vengeance. Première décision de Roger, aller gifler Kaido en personne. Et c'est là que tout explose. Malgré l'alliance terrifiante de Big Mom et Kaido, qui règne sur Wano, Lauro Jackson refait surface, chargé d'une rage qu'on n'avait jamais vue. Certains membres ont pris l'âge, certes, mais ça les empêche pas de sortir tout ce qu'ils ont. Parce que là, c'est pas juste un combat, c'est une vengeance pour leur Nakama. Et ils ont pas oublié ce que Kaido a fait à leurs potes. Et Roger, oh bordel, Roger, c'est là qui montre pourquoi il est roi des pirates. Dans le bain de sang qui va se montrer, alors que la colère monte, Roger perd totalement le contrôle de ses émotions. Habituellement maître de lui-même, ce jour-là, c'est une autre histoire. Chaque attaque, c'est un concentré de haki royal exceptionnel. Chaque coup ébranle le ciel et la terre de Wano. On dirait qu'il est prêt à détruire tout pour rendre justice à son ami. Kaido, avec toute sa puissance, essaye de résister, mais il sent le poids d'un homme qui se bat avec plus que sa force. Roger porte sur ses épaules la mémoire d'un ami, un rêve brisé, une promesse de liberté. Big Mom, avec son équipage et son pouvoir d'âme, tente de contre-attaquer, mais elle aussi est impuissante. Les deux empereurs, pourtant si redoutés, se retrouvent débordés par une équipe unie, par une douleur commune, et un ki qu'on pourrait presque voir à des kilomètres. Et ce n'est pas juste une victoire, c'est une leçon gravée dans le sang. Et Roger et son équipage pulvérisent littéralement l'alliance Kaido-Big Mom. Le ciel au-dessus de Wano s'ouvre, presque comme si le pays lui-même respirait enfin. Et dans cette victoire, bien que la liberté de Wano soit restaurée, il y a un prix à payer. Roger, dans sa furie, est allé trop loin. Le roi des pirates, toujours si noble, découvre ce jour-là une part plus sombre de lui-même. De même qu'il se rend compte qu'il vieillit de plus en plus. L'adrénaline lui a fait oublier, mais Roger n'avait jamais été autant essoufflé durant un affrontement. Même à l'époque des Rocks, il arrivait à récupérer bien plus rapidement entre ses coups. Car oui, Roger, du haut de ses 70 ans, en plus de ses cheveux blancs, a perdu de sa vigueur, de sa fougue d'antan. Tout comme nous avons vécu l'effet de la vieillesse avec Garp sur la ruche, avec son Galaxy Impact moins fort qu'avant, et un Riley avec son endurance sur sa Baody. Bref, à Wano, un silence total
s'installe une fois que tout est fini. Wano est libre, oui, mais Roger et ses compagnons savent que cette bataille a laissé des cicatrices, pas seulement physiques, mais aussi dans le cœur. Et ce moment devient une légende, non pas pour la victoire éclatante, mais pour la douleur et la rage qui l'ont accompagné. Dans ce silence émerge un gosse doté de cornes et d'un kanabo, Yamato, une jeune gamine se prenant pour Oden et étant en quête d'aventure et de découverte. Sachant le fait que tout comme, pas tant pour rater le base, ils finiront par bien s'entendre, Ace finit, de par leur proximité d'âge, par devenir ami avec le fils de Kaido. En honneur et pour l'héritage de Lauro Jackson, deux moussaillons sont désormais à bord, Goldie Ace et Yamato. Baggy et Shanks, eux, ont désormais 20 ans, ils s'en ont complètement assimilés comme des membres à part entière du groupe. Kaido et Big Mom vaincus, c'est comme si un vide s'était créé dans l'ordre chaotique des mers. Et ce vide, tout le monde veut le remplir. Mais Roger, il sait que cette victoire à Wano, ça suffira pas à changer le monde, et qu'il lui reste beaucoup plus de choses à faire, mais surtout qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps avant de perdre son impact. Pour cela, il faut une guerre totale au gouvernement. Et maintenant, celle que lui a transmise les écrits de Joy Boy sur Laugh Tale. Et il n'est pas le seul à préparer l'inévitable. L'alliance avec Dragon. Pendant que le gouvernement réunit ses forces, Dragon, le leader révolutionnaire, fait son entrée sur le terrain. Lors d'une réunion secrète sur Zo, Dragon et Roger se rencontrent enfin. C'est un moment de fou. Roger, toujours plein de vie malgré son âge et charismatique, confronte la froide stratégie de Dragon. Mais les deux partagent un même objectif, renverser l'ordre mondial injuste imposé par les dragons célestes. C'est une alliance qui aurait semblé impossible à tout autre moment, car Roger, il n'a jamais vraiment été dans la révolution pure, preuve étant sa protection des dragons célestes sur God Valley. C'est un pirate, un symbole de liberté individuelle, tandis que Dragon, lui, c'est un stratège, révolutionnaire, pensant à un changement systématique. Mais là, à cet instant précis, ils unissent leurs forces. Dragon apporte une armée, des troupes aguerries, des stratèges brillants et des combattants redoutables comme Kuma, Ivankov. Roger, de son côté, rassemble les alliés qu'il a accumulés durant ses années de piraterie. Shanks, Baggy, Rayleigh, son équipage, bien sûr, et Newgate, son ami de longue date, et son équipage, qui se réunissent sous une bannière unique, pour un enjeu qui est le monde. Newgate n'a même pas hésité, il est de la partie. Ça, c'est l'alliance que personne n'avait vu venir. Pirates et révolutionnaires, ensemble contre le gouvernement mondial. Les déclencheurs de la guerre. La guerre totale est inévitable, mais ce qui met vraiment le feu aux poudres, c'est la réaction du gouvernement mondial après la chute de Kaido et de Big Mom. Avec un empereur éliminé, il réalise que Roger est de retour. Et cette fois, il ne joue plus. Le Gorosei déclare de nouveau Roger l'homme le plus dangereux du monde et envoie des flottes entières pour l'arrêter. Les amiraux Kizaru, Akainu et Aokiji prennent la tête des opérations, accompagnés de figures comme le CP0 et même les armes anciennes que le gouvernement a gardées secrètes, les chevaliers divins avec Garling à sa tête, tout comme la présence de légendes telles que Sengoku, Garp et Kong. Le champ de bataille principal se situe sur une île proche de Marie-Joise, symboliquement proche du centre du pouvoir mondial. L'Alliance pirate révolutionnaire lance une attaque coordonnée sur plusieurs fronts. D'un côté, Shanks, Rayleigh et Scooper Gaban affrontent dans des combats pleins de haki transcendant le paysage qui redéfinissent le mot puissance, et de l'autre, t'as Dragon et ses révolutionnaires, infiltrant Marie-Joie pour libérer les esclaves et détruire la base même des dragons célestes. Les combats sont brutaux, mais remplis de moments épiques et émotionnels, dignes de Oda, bien sûr. Baggy, dans un élan inattendu de courage, il va sauver Kuma d'une attaque mortelle, ça va renforcer son propre arc de rédemption. Rayleigh affronte Kizaru, tel sur Sabaody, dans l'histoire qu'on a tous connue, sabre contre sabre de lumière, puis un Ujuro qui s'enchaînera parfaitement pour conclure les duels d'épée. Shanks se retrouve face à la marine avec un Akainu plus jeune que jamais, prouvant que l'héritage de Roger est toujours vivant. Shanks doit l'affronter de lui-même. Et Roger, lui, équipé de son épée Ace et de son Haki des rois transcendant, se dresse contre un titan face à Im. De l'autre côté, c'est Barbe Blanche qui se trouve à faire face à 4 Gorosei, 4 membres pour un équipage complet, tandis que Dragon, lui, se retrouve commandant suprême face à commandant suprême face à Garling, et l'armée révolutionnaire qui doit gérer le reste du groupe des Chevaliers Divins et du CP0. Mais n'oublions pas la présence des légendes Kong, Sengoku et Garp, qui sont aussi de la partie dans ce Battle Royale. Côté Alliance, la puissance des armes antiques du côté de l'Alliance a été réunie. Leur force de frappe est juste folle. Les conséquences. La guerre laisse le monde en état de choc. Le gouvernement mondial est détruit de l'intérieur. Im est tombé après que Shanks ait rejoint le combat de son capitaine. Im est tombé de son sabre. Les esclaves de Marie-Joise sont libérés et l'idéal de la liberté incarné par Roger et Dragon trouve un écho dans toutes les mers. Les pirates et les révolutionnaires, bien qu'ayant payé un prix élevé par la perte de nombreux membres tels que Scooper Gaban, Ivankov, Teach, Vista et bien d'autres,
Mais Roger et Dragon réalisent que leur alliance a ouvert une nouvelle ère. Quant à Roger, il disparaît de nouveau, vers un homme que Shanks lui avait conseillé d'absolument rencontrer. Luffy, bien sûr. Avec son énergie débordante et sa curiosité naturelle, qui lors de la rencontre est immédiatement intrigué par la présence de Roger. Bien qu'il ne le reconnaisse pas immédiatement, le légendaire roi des pirates, il ressent une aura particulière émanant de lui. Je dis pas qu'il pue, hein, mais c'est juste qu'il a trop de flow. Et surtout, il a une puissance exceptionnelle. Roger, de son côté, observe Luffy avec un mélange de curiosité et de fierté, voyant en lui un potentiel énorme et une incarnation vivante de la liberté. Ça lui rappelle son fils et Shanks. Roger engage la conversation en demandant à Luffy de parler de ses rêves et de ses ambitions. Luffy, sans hésitation, il parlera de ses désirs, de devenir roi des pirates et de vivre une vie de liberté absolue. Roger, impressionné par la détermination du jeune garçon, en lâche des larmes de joie et décide alors de partager ses propre aventure et les leçons qu'il a apprises au cours de son voyage. Il explique à Luffy l'importance de la liberté, du courage et de la curiosité, et lui parle de la volonté du dit et de la vérité de ce monde. Roger aborde également le sujet du fruit de Nika, expliquant à Luffy son importance et son lien avec Joy Boy. Il lui dit que le véritable pouvoir de ce fruit réside dans la compréhension et la réalisation de la liberté absolue. Luffy, bien qu'il ne comprenne pas encore pleinement ces concepts, ressent une connexion profonde avec les paroles de Roger. En remarquant le chapeau de paille sur la tête de Luffy, Roger explique que ce chapeau représente bien plus qu'un simple accessoire. Il symbolise un héritage, un symbole de liberté et de courage transmis de génération en génération. Luffy, fier de porter ce chapeau, promet de le protéger et de le transmettre à son tour. Avant de partir, Roger fait une promesse à Luffy. Il lui dit qu'un jour, quand le moment sera venu, il reviendra pour voir comment Luffy aura réalisé ses rêves. Luffy, ému par cette promesse, jure de devenir un pirate aussi grand que Roger et de vivre une vie pleine de liberté absolue. La rencontre se termine sur des larmes de joie et d'inspiration des deux côtés, avec Roger s'éclipsant discrètement, laissant Luffy avec des rêves plein la tête et une détermination renouvelée. Luffy regarde Roger s'éloigner, sachant qu'il vient de vivre un moment qui changera à jamais sa vie. Cette rencontre a des répercussions profondes sur Luffy. Elle renforce sa détermination à devenir le roi des pirates et à vivre une vie de liberté absolue. Elle lui donne également une compréhension plus profonde des idéaux de Roger et de la vérité de ce monde, des concepts qui guideront ses aventures futures. Il se promet à lui-même qu'un jour, il deviendra un pirate aussi grand que Roger. Avec le fruit de Nika déjà en lui et le chapeau de paille sur sa tête, il se prépare, sans le savoir, à accomplir le rêve d'une ère entière. Le rêve d'une nouvelle ère, la liberté dans la vérité. Comme l'annonçait le Halley au chapitre 1138, le soleil reviendra et une nouvelle aube se lèvera. Dès ses 14 ans, il se lancera prêt à l'aventure de la liberté. Je sais que beaucoup auraient adoré voir Roger et Luffy combattre côte à côte dans cette histoire, et moi aussi. Je vais pas mytho, mais pour nous en fait c'était juste pas cohérent. Un Roger qui attend si longtemps pour agir, faut bien le justifier en fait, et va trouver la raison valable à dissoudre un équipage pendant 27 ans. 27 ans, c'est trop. De plus, Roger en fait il vieillit, du coup il reste humain les gars. Donc attendre 27 ans, certes il sera vieux, on l'a déjà vu, des persos vieux, on en a encore parlé aujourd'hui, mais là, le frérot il serait béquille en main, c'est ça le problème. Donc on a essayé de rester le plus cohérent possible avec les personnalités de chaque personnage, de suivre une évolution logique de comment fonctionne Oda, même si on plongeait un peu dans l'inconnu, pour être honnête. Pour résumer, les changements les plus importants sont Roger contre Big Mom et Kaido, l'éducation de Ace, Yamato qui rejoint l'Euro Jackson, une ellipse, un voyage qui dure bien plus longtemps, des morts, un Luffy plus libre et inspiré que jamais, un gouvernement détruit, un système d'empereur qui a évolué d'une manière différente de ce qu'on a vu. En bref, Goldie Roger mérite enfin la paix dans une longue vie pleine d'aventures. Il a gagné. Sachant qu'on a évoqué le fait de voir Shanks et Baggy dans une situation inédite, toujours rivaux ennemis, aujourd'hui, nous on vous laisse sur l'univers dans lequel on a imaginé Baggy et Shanks en tant que frères d'armes.